Bonjour à tous, je suis très content d'être venu chez Laure et Valérie à l'Escale culturelle. On va parler un peu d'un sujet qui n'est pas forcément très agréable et un peu difficile, mais d'actualité, ou en tout cas qui a toujours été plus ou moins d'actualité dans l'histoire de l'humanité, mais qui l'est de plus en plus parce que vous n'ignorez pas que la question écologique est quand même omniprésente maintenant dans les débats, quels qu'ils soient, politiques, associatifs, personnels, familiaux, projets de vie, enfin on parle d'écologie un peu tout le temps maintenant. Et on se questionne tous sur la faisabilité de diverses voilà, stratégies, solutions pour éviter que nous continuions, nous en tant qu'humains, à détériorer notre environnement, notre milieu. Donc moi je suis quelqu'un qui réfléchit aux grandes questions de l'existence voilà, sur le plan un peu philosophique et métaphysique depuis assez longtemps, et qui investit plus précisément la question écologique depuis, on va dire, une dizaine d'années. J'ai été à l'origine d'une association qui s'appelle l'association Adrastia, qui est née en 2014, qui s'inquiète précisément des risques d'effondrement de civilisation thermo-industrielle. On pourra préciser, si vous voulez, ce genre de termes. Et puis depuis donc 2014, j'interviens pour faire de la pédagogie et de l'initiation sur le sujet, et j'écris quelques ouvrages sur le sujet, en particulier le dernier donc, qui motive ma venue ici, qui est sur la transition énergétique. Et je vais expliquer un petit peu l'axe de ce livre. Vous comprendrez assez rapidement que je suis plutôt réservé sur la faisabilité d'une transition énergétique. Et puis on va aborder ce sujet-là, donc on est peu nombreux, c'est parfait, on va pouvoir faire ça de façon assez relativement informelle, on va pouvoir discuter éventuellement. Je propose que pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je présente l'ensemble du sujet et puis on discute ensuite. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires dans mon intervention, n'hésitez pas à me couper et à me poser des questions et je répondrai en tout. Voilà, donc on peut repartir de l'essentiel, des choses fondamentales, élémentaires, mais je vais vous questionner d'abord, je vais vous faire participer un petit peu. Est-ce que quelqu'un sait, Adrien, tu n'as pas le droit de répondre, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'énergie? Est-ce qu'une personne parmi vous peut me définir ce qu'est l'énergie? Quelqu'un a-t-il une idée? Lancez-vous, dites ce qui vient. Laure? La question est très ample. Ah oui? Parce que l'énergie, il y a de l'énergie dans tout en fait. Oui. Puisque dans l'univers, il y a de l'énergie. Si je ne m'abuse. Il y en a partout. Que... C'était cette énergie-là dont tu parlais ou... Ah, vraiment l'énergie au sens très large, comment les physiciens, autant que les philosophes, peut-être moins les magnétiseurs, mais comment en général, on va dire, les physiciens la définissent, cette énergie? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, une force, pourquoi pas, ouais. Tout à fait, un rayonnement, super. Une autre idée? Une pulsion? Oui, pourquoi pas. Quelque chose qui pousse, ouais. Ouais. Donc ça provient de la nature nous procure cette énergie, effectivement. Ouais, une énergie qu'on utilise tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de l'énergie au quotidien, dans nos sociétés? À quoi elle sert? On la dépense. Ah oui, ça, c'est sûr. On la dilapide. Pour le moins. On la dilapide, oui. En fait, l'énergie, je vais vous donner quelques indices. L'énergie, et je vais peut-être vous faire une réponse qui vous troublera, l'énergie, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a pas un humain, aussi physicien, théoricien, philosophe, métaphysicien soit-il, qui puisse définir la nature de l'énergie. Voilà. Personne ne sait, sur le plan de l'essence, ce qu'est l'énergie. En revanche, on a une définition un peu par défaut de l'énergie. L'énergie, c'est une unité de mesure
des transformations. C'est la définition la plus simple qu'on puisse trouver. Adrien, tu me corrigeras ou tu me préciseras si je ne suis pas assez précis. Mais en gros, pour un physicien, l'énergie, c'est une unité de mesure de transformation. L'énergie, c'est ce qui qualifie tout ce qui change. C'est ce qui qualifie tout changement d'état. Par exemple, un objet, il est plutôt haut, il se retrouve en bas, il y a une dépense d'énergie quelque part, à un moment donné. Tout ce qui se déplace, tout ce qui vole, tout ce qui est réchauffé. Donc quand on réchauffe, il y a du mouvement. Les molécules sont un peu plus mobiles les unes par rapport aux autres, donc il y a eu une dépense d'énergie parce qu'il y a eu un changement d'état. Il y a eu transformation quand on fait un gâteau. Il y a eu transformation des éléments qui étaient la farine, le sucre, les œufs, et on les a réchauffés, puis ils se sont transformés et ils donnent un gâteau. Après ils ont mélangé, etc. Donc là, il y a eu des transformations. L'énergie, ça n'est rien d'autre qu'une unité de mesure des transformations. Voilà. Donc c'est très abstrait comme concept, mais en même temps, c'est la seule chose qu'on peut dire vraiment rigoureuse sur l'énergie. Alors moi, j'apporte un tout petit complément. Dans le livre dont je n'ai pas parlé, mais dans l'énergie du déni, je rappelle ce que les physiciens en disent sur le plan le plus conceptuel. D'une part, ils ne savent pas ce que c'est en tant qu'essence, en tant que nature, et puis ils disent c'est une unité de mesure de transformation, et moi je dis dans l'ensemble que l'énergie c'est ce qui permet. Parce que comprendre que l'énergie c'est ce qui permet, ça nous permet de mieux nous approprier le concept en tant qu'humain. Et bien l'énergie, pour un humain, pour une société humaine, c'est ce qui permet d'exister, de fonctionner, de vivre tout court déjà, parce que quand on mange, on absorbe par l'alimentation de l'énergie, et c'est cette énergie, qui est donc une unité de mesure des transformations, qui permet à notre corps de transformer des éléments minéraux en cellules, en globules, comment ça s'appelle ? En globules sanguins, je ne sais plus comment on dit, en neurones, en globules rouges, je cherchais tout à l'heure, voilà. Donc l'énergie, c'est ce qui nous permet de transformer une matière inerte en matière vivante pour nous à l'intérieur de notre corps. Et sans cette énergie, on ne pourrait pas vivre tout simplement, et c'est l'alimentation qui nous procure cette énergie. Donc là, pour notre corps, c'est assez clair, mais par exemple, voilà, le livre est ici appuyé sur un trépied, qui est en bois et il est fixé, il est assemblé avec des éléments métalliques, des petits clous. Et bien c'est l'énergie qui a permis d'aller chercher le métal dans la roche. On a cassé la roche avec de l'énergie, on a transformé la roche avec de l'énergie, on en a extrait le métal, et puis avec de l'énergie encore, on a chauffé le métal et on l'a fondu pour faire des clous, des vis, pour faire ce petit trépied sur lequel repose le bouquin. Donc en résumé, l'énergie, c'est ce qui permet, mais vraiment tout, absolument tout. D'une part, se lever le matin pour aller travailler ou se promener le dimanche, mais aussi avoir une voiture, cuisiner, avoir une maison autour de soi, pouvoir faire en sorte que, voilà, historiquement, cette maison a été fabriquée avec des éléments qui ont été déplacés, transformés, mis ensemble. Tout ça, absolument tout ça, c'est de l'énergie. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend peut-être un peu mieux ce dont dépendent nos sociétés. Il faut absolument que nos sociétés aient des ressources en énergie. Vous le disiez tout à l'heure, madame, il faut absolument que l'environnement, où se trouve l'énergie, nous procure de l'énergie pour déplacer nos voitures, faire pousser le blé dans les champs, etc. Et alors, est-ce que l'énergie, on en a à disposition facilement? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on en a à l'infini? Comment ça se passe, les approvisionnements en énergie? Est-ce que vous avez une idée? C'est véritablement le problème, ça dépend de l'énergie. Oui. J'ai envie de dire que l'énergie solaire, normalement, ça va. Oui. Après, le pétrole, par exemple, ça va peut-être un peu moins bien. Très bien. Pourquoi ça va moins bien, le pétrole? Parce que... Comment? Ça s'épuise. Oui, ça s'épuise. Voilà, c'est un stock. Donc une fois qu'on aura vidé le stock, on n'en aura plus. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus cette énergie-là, ce type de chaleur que nous procure le gaz, donc le pétrole et le charbon, qui sont des hydrocarbures. Il n'y a pas un deuxième problème avec ce type d'énergie-là? Est-ce que ça vous évoque un autre problème? La pollution. La pollution, c'est-à-dire? CO2. Le CO2.
Voilà, donc les hydrocarbures, ce sont des chaînes de carbone et d'hydrogène, donc le terme hydrocarbure vient de ça. Et donc quand on brûle les hydrocarbures associés à de l'oxygène qui est dans l'air, on se retrouve avec du CO2, du carbone et de l'oxygène. Et ce CO2, il a cette fâcheuse propriété de s'accumuler dans l'atmosphère et de provoquer ce qu'on appelle donc un effet de serre, ce qu'on appelle, nous, enfin, ce qu'on comprend être un réchauffement climatique maintenant. Donc on a deux problèmes avec les hydrocarbures. On n'en a pas à l'infini, et en plus, ça détériore le climat. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres problèmes éventuellement avec l'énergie? C'est-à-dire, imaginons qu'on essaye de n'utiliser que l'énergie du soleil, par exemple. Est-ce qu'on a, comment on pourrait faire déjà? Il y a déjà des choses mises en œuvre par les panneaux solaires, par exemple. Ouais. Les panneaux solaires qu'il a fallu fabriquer, on dira. Mais voilà, qui peut stocker, enfin, je pense. Stocker, c'est-à-dire? Je ne sais pas, les panneaux solaires, ils prennent l'énergie du soleil, enfin le rayonnement, ils le transforment en électricité, j'imagine, je suis absolument pas sûre de moi. Vas-y, n'hésite pas. Et j'imagine qu'il peut le stocker, mais peut-être pas. Effectivement, le panneau solaire ne peut pas stocker l'énergie, et c'est un des plus gros problèmes qu'on a avec l'énergie qui est capturée de flux, comme ça, c'est ce qu'on appelle une énergie de flux. Le panneau solaire transforme les électrons, les photons, l'énergie électromagnétique en électricité. Mais cette électricité, il faut absolument qu'elle soit distribuée sur un réseau, parce qu'en fait, elle ne peut pas être stockée facilement. Alors elle peut l'être, on peut utiliser des batteries par exemple, ou on peut utiliser cette électricité quand on n'en a pas besoin pour, il y a des tas de solutions, mais par exemple pour pomper de l'eau d'un barrage électrique, hydroélectrique. Donc quand il y a trop de soleil et pas assez de consommation, on utilise cette énergie pour pomper de l'eau dans les barrages et la faire remonter, ce qui est un stock d'énergie potentielle qu'on utilisera plus tard. Donc oui, d'emblée elle n'est pas stockée, mais elle peut l'être. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas facile de stocker l'énergie électrique. On a des problèmes de puissance, de capacité, de capacité de réponse, etc. Mais en tout cas, oui, il faudrait pouvoir stocker toute cette énergie qu'on capture du soleil. Mais tu as dit tout à l'heure qu'on devait fabriquer les panneaux solaires, par exemple, ou les éoliennes, par exemple, qui sont aussi de l'énergie solaire. Pourquoi? Alors, je vous pose une question. Ça me plaît aujourd'hui parce qu'on va pouvoir interagir un peu plus que dans les formats habituels. C'est plus agréable. Est-ce que les éoliennes, il y en a quelques-unes dans le paysage ici, on les a vues en montant. Est-ce que les éoliennes sont de la capture d'énergie solaire, d'après vous, d'une certaine façon? Parce qu'il n'y a pas plus l'intervention du vent oui. Que du soleil. Alors bien sûr, les éoliennes captent l'énergie cinétique du vent. Donc le déplacement du vent fait tourner les pales, et les pales font tourner un générateur qui fabrique qui convertit l'énergie cinétique en électricité. Mais en fait, l'énergie du vent, c'est aussi en quelque sorte de l'énergie du soleil, parce que c'est en partie parce que le soleil réchauffe l'atmosphère, qu'il y a des mouvements de convection dans l'atmosphère qui font que l'air circule. Donc quelque part, l'énergie des éoliennes, c'est aussi de l'énergie solaire. Donc de la même façon, il faudrait la stocker, cette énergie du soleil, qui est l'énergie du vent, etc. Mais tu disais encore tout à l'heure, je rebondis sur ce point, il faut fabriquer les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Alors, est-ce qu'on a du coup la possibilité d'exploiter à l'infini l'énergie du soleil, que ce soit sous forme de vent ou électromagnétique, de lumière? Est-ce qu'on a cette possibilité à l'infini ou pas, d'après vous? Je crois qu'on ne le sait pas. Oui. C'est-à-dire, vous dites qu'on ne sait pas si on peut l'exploiter à l'infini. Moi, j'avais entendu concernant les éoliennes qu'on pouvait effectivement stocker cette énergie. Donc vous avez entendu qu'on pouvait stocker cette énergie, c'est ça? Non. Ah oui, qu'on ne pouvait pas. D'accord. On pouvait pas, je sais pas. Alors effectivement, le stockage, on en a parlé, c'est quelque chose qui reste pas assez... la capacité de stockage n'est pas suffisante aujourd'hui pour dire que
on pourrait convertir suffisamment d'énergie grâce aux panneaux solaires et aux éoliennes et en stocker suffisamment pour remplacer les hydrocarbures et par ailleurs avoir une énergie fournie de façon stable. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, ils ne produisent de l'énergie que quand il y a du vent ou du soleil. Voilà, c'est pour ça surtout qu'il faut du stock. Et du coup, pour l'instant, on n'arrive pas bien à stocker cette énergie pour satisfaire une demande stabilisée. Donc ça, c'est un premier point qui est évidemment très problématique. Mais l'autre point, c'est qu'il faut, je reprends encore ton idée, alors, il faut fabriquer tout ça. Et comment on fait pour fabriquer des panneaux photovoltaïques et des éoliennes? Voilà, il faut plein de métaux et plein de minéraux qui se retrouvent, comme tu le sais, comme tu le disais pour le pétrole tout à l'heure, en quantité finie sur la planète. On n'en a pas à l'infini à notre disposition. Bon voilà, en très gros, aujourd'hui on se confronte à de multiples problèmes. On a vu le stockage, on a vu les limites des hydrocarbures en quantité, et puis on a vu les limites des ressources pour les éoliennes et les panneaux solaires en minéraux. Donc, quelque part, on peut se dire que la transition énergétique, qui est l'ambition de se débarrasser des hydrocarbures pour remplacer par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, en gros, et puis aussi du nucléaire, eh bien, cette transition-là, elle semble quand même déjà poser plusieurs questions dans sa possible réalisation. Donc, on n'a pas beaucoup parlé du nucléaire, mais le nucléaire est aussi une énergie en quelque sorte de stock, parce qu'on n'a pas des radionucléides, de l'uranium à l'infini sur la planète, même si bon, tout le monde se chamaille sur les quantités, les possibles, etc. En tout cas, dans l'absolu, il n'y a pas de l'uranium à l'infini sur la planète. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu réexplorer dans ce petit livre? Et puis on a dit que le titre de la conférence, c'était l'énergie, une longue histoire, je crois, c'est ça, Laura? L'humain et l'énergie, une longue histoire. Et alors, je vais vous re-solliciter. Depuis quand, d'après vous, l'humanité est vraiment dépendante d'approvisionnement énergétique, on va dire critique, c'est-à-dire dont son organisation structurelle dépend fondamentalement? Depuis quand c'est devenu un problème majeur, d'après vous? L'énergie au sens large, on en a vu plein de formes, l'alimentation, l'hydrocarbure, etc. Depuis l'industrialisation. Donc depuis l'industrialisation, c'est quoi pour toi? C'est quel type d'énergie qu'on a exploité? Charbon, depuis cette période-là, effectivement. Est-ce qu'on n'a pas été dépendant de l'énergie avant? D'autres formes éventuellement? Le bois? Ouais, excellent. Et alors depuis quand le bois? Oula! Et oui. Voilà, Oui, à peu près. bien sûr. Et on en faisait quoi du bois? Bon, on s'en servait pour se chauffer, pour construire. Exactement. Comment? Cuisiner. Pour cuisiner, mais oui, absolument. Mais donc et voilà. Donc l'énergie sous forme de chaleur par combustion, donc le feu, hein, tout simplement, c'est quelque chose dont on dépend depuis 500 à 800 000 ans. C'est pas hier. Et c'est devenu quelque chose qui a impacté notre évolution. La cuisson de l'alimentation a impacté notre évolution au point de changer notre morphologie. C'est-à-dire que les alimentations moins cuites, moins transformées, ont besoin d'un système digestif plus long pour être digérés. C'est tout à fait compréhensible. Les aliments crus ont besoin d'un plus long système pour être assimilés par le corps. Et depuis que nous cuisons nos aliments, notre système digestif s'est raccourci chez les humains. Et donc on a eu une transformation vraiment physiologique parce que nous avons utilisé une source d'énergie très importante, pour nous en tout cas, qui a été le feu, qui nous a permis de cuire nos aliments. Donc ça fait très ancien, l'humanité. Donc quand je dis 500 à 800 000 ans, c'est vraiment la découverte du feu, mais nous, en tant qu'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, c'est 300 000 ans. D'accord ? Nous avons 300 000 ans. C'est pas nous qui avons découvert le feu, c'est notre cousinade, si j'ose dire. Mais vous voyez que nous et nos cousins avons dépendu d'une source d'énergie très importante, qui n'était pas les hydrocarbures, vraiment pas encore, on n'en était pas là. Et pourtant, ça changeait déjà notre vie énormément. Voilà. Et ensuite, on a cuit nos aliments, et puis on a beaucoup plus tard, à peu près, alors de façon vraiment marquée et avec une vraie frontière, il y a à peu près 10 à 12 000 ans,
on a commencé à modifier notre apport énergétique, non pas par la cuisson, mais par l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a augmenté les rendements de production pour tous les légumes et les céréales que nous mangions déjà auparavant. Bien avant 12 000 ans, nous mangions des céréales et des légumes, mais ou très rarement, ponctuellement et pas de façon systémique, nous ne les cultivions pas. Et à partir d'il y a 10-12 000 ans, on a optimisé et systématisé l'agriculture qui a, une fois encore, modifié notre apport en énergie, celui de notre corps. D'accord ? Donc là, c'est plus un apport de transformation par le feu, c'est juste un apport quantitatif. On a eu plus de calories grâce à l'agriculture. Bon. Et ça a changé considérablement la démographie, par exemple. Et je vais apporter une précision encore. Même avant l'agriculture, on avait déjà optimisé notre apport en calories indépendamment du feu en chassant un peu mieux. Avec des outils plus performants, il y a à peu près 35 à 40 000 ans, on a inventé des outils tels que la sagaie, le harpon progressivement, mais il y a vraiment une rupture entre 35 à 40 000 ans. Nos outils de chasse sont devenus plus efficaces et surtout, apparemment, ils ont été plus... ils permettaient de chasser avec distance. Ça devenait des outils de jet, comme la sagaie par exemple. Plus tard, l'arc. Et ces outils permettaient non seulement de chasser plus efficacement, mais surtout de moins être exposé pendant la chasse et donc de moins subir les dangers d'être confronté à un prédateur ou à une proie qui se défendait. Donc la mise à distance de la prédation nous a permis de sécuriser une forme d'alimentation carnée et d'apporter plus de calories, cette forme d'alimentation carnée. Et là aussi, on a eu une première rupture démographique entre 35 et 40 000 ans qui fait que l'humanité sur toute la planète est passée de 1 à 6 millions d'individus. Alors 1 à 6 millions d'individus, c'est très peu, ça veut dire que vraiment à l'époque, il y a 35 000 ans, il n'y avait que 6 millions d'individus, 6 millions d'humains sur toute la planète. Donc à Paris, c'est à peu près 10 millions d'humains, c'est pour vous dire à peu près la rupture démographique très importante. Et vous voyez qu'en quelques millénaires, juste parce qu'on a mieux chassé, la démographie est montée en flèche. Ensuite, entre 35 000 et moins 10-12 000 ans, la démographie est restée à peu près stable, à 6 millions d'êtres humains. Et c'est vraiment l'apparition de l'agriculture qui a fait qu'entre moins 12 000 et moins 2000 ans, l'humanité est passée de 6 millions à 200 millions d'individus. Voilà. Vous voyez que l'agriculture a vraiment créé une première accélération. Et quand je dis agriculture, vous entendez bien apport énergétique. Voilà. C'est vraiment que les gens mangeaient plus et de façon plus sécurisée aussi. Avec bien sûr les aléas climatiques, l'agriculture subit les aléas climatiques. D'une façon générale, alors je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus subtil que ça, mais la démographie est évidemment complètement liée au nombre de calories qu'on mange. Et alors là, on en arrive à la nouvelle rupture qui est arrivée bien après l'agriculture, et puis l'optimisation de cette agriculture vers 2500-3000 ans avant notre ère, où il y a eu encore des améliorations techniques, des augmentations de rendement. Mais vraiment, la grande accélération démographique, c'est depuis le 16e, 17e siècle. Nous étions à peu près 500 millions d'êtres humains au 16e, et nous sommes aujourd'hui 8 milliards. Et là, effectivement, se rencontrent les hydrocarbures dont nous parlions et l'agriculture. Alors, pourquoi ils se rencontrent à ce moment-là? Dites-moi. Le charbon, le pétrole, le gaz, progressivement, et puis de notre côté, l'agriculture, le blé, les céréales, les légumes, etc. Et puis l'élevage aussi, puisque quand on a mieux cultivé, on a aussi mieux alimenté nos bétails, et donc augmenté les calories aussi carnées. Comment le pétrole, le charbon et le gaz ont rencontré l'agriculture? Et ouais, comment elle se fait, l'agriculture intensive? Voilà, c'est des machines. Alors évidemment, les machines, elles ont permis à l'humain de moins travailler au champ, c'est une première chose. Et puis surtout, elles ont augmenté les rendements. Moins d'humains, la productivité a augmenté, moins d'humains étaient nécessaires pour produire beaucoup plus de calories. Donc là, vraiment, on a injecté une autre source d'énergie pour augmenter la puissance de création d'une autre énergie alimentaire, ce qui a considérablement augmenté la démographie. L'énergie est utilisée sur le plan mécanique avec les machines, mais
l'énergie a aussi permis une autre révolution sur le plan de l'agriculture, c'est la création, grâce à la chimie, de pesticides et d'engrais. Donc, dans un second temps, les pesticides et les engrais ont considérablement amélioré l'alimentation. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'êtres humains, et on en arrive à la période contemporaine, un peu plus critique, 8 milliards d'êtres humains qui dépendent donc des sources d'énergie dont on a parlé, dont on sait qu'elles sont en quantité finie pour le pétrole, et aujourd'hui pour l'agriculture, qui est donc elle aussi dépendante du pétrole. Voilà, donc je disais qu'on touchait du doigt à un problème systémique. Nous avons un stock d'hydrocarbures en quantité finie, dont notre alimentation dépend strictement, parce qu'il faut alimenter les tracteurs, maintenant pilotés par GPS, et produire des engrais et des pesticides qui sont tous dépendants des hydrocarbures. Et les hydrocarbures, en les consommant en partie pour améliorer notre agriculture, génèrent un problème climatique qui lui-même engendre une chute des rendements, une baisse des rendements sur le plan agricole. Donc voilà un petit peu la situation en très gros plan. Et l'objectif de nos sociétés, évidemment, c'est de nous extraire de notre dépendance au pétrole. Et je vais préciser quand même quelques éléments importants. Le pétrole, évidemment, on a parlé beaucoup d'alimentation, mais ne sert pas qu'à ça. Il fait fonctionner quantité d'autres machines. Pétrole, charbon, gaz, quantité d'autres machines. Alors, quelles autres machines il fait fonctionner le pétrole, le charbon, gaz? Il y a le transport aussi, le transport Voilà. en lien avec aussi l'agriculture, la production. Tout à fait. Donc aujourd'hui encore, sur la planète, alors que nous ne parlons que de voitures électriques et de transition énergétique, la consommation d'énergie pour les déplacements, bateaux, avions, voitures, camions, c'est 95% dépendant du pétrole. Pour 95%. Donc là, on a un problème, tu me corriges sur les chiffres, mais je crois qu'on en est encore là. Donc on a un problème qui n'est pas anecdotique, qui ne va pas se résoudre a priori juste avec des politiques de remplacement des véhicules par des véhicules électriques. Il y a, je crois, 1,5 milliard de moteurs thermiques à peu près, 1,5 milliard de moteurs thermiques en comptant les camions, les bateaux, les voitures sur Terre aujourd'hui. 1,5 milliard de moteurs thermiques, c'est-à-dire tournant au pétrole, qu'il faudrait finalement assez rapidement remplacer par des moteurs électriques. 1,4 milliard, 1,5 milliard, je ne sais plus exactement, mais c'est énorme. Donc, vous voyez l'ampleur du défi qui n'est pas celui du déplacement quotidien d'une famille avec une voiture électrique ou thermique. Vous voyez que le moteur thermique, c'est le fondement de tous les déplacements et de tous les transports pour nos sociétés. Transport de marchandises et d'alimentation. Donc, on a des questionnements vraiment complexes. Et puis, voilà, je voulais vous demander aussi, quel type d'autres machines, de quel type d'autres machines dépendons-nous aujourd'hui qui consomment de l'énergie et dont notre dépendance est vraiment critique au sens, si ça s'arrête du jour au lendemain, on est très embêté. Oui, les machines nucléaires, alors ça c'est de la production d'énergie, Valérie, ouais. Quelles machines autour de nous sont alimentées par de l'énergie dont on dépend vraiment constamment? Le digital? Le numérique, le digital, absolument. Ouais. Exactement. Ça concerne quand même, je crois, 10% de l'électricité. C'est considérable. Oui, notre dépendance à des machines qui nous paraissent vraiment anodines, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point ces trucs qui pèsent 1,5 kg sont en fait des objets qui attirent en eux de l'énergie de façon considérable. Pour leur production d'une part, pour leur recharge, mais aussi parce que leur connexion, c'est surtout leur connexion les uns avec les autres qui consomment énormément d'énergie, parce qu'il faut faire circuler des électrons. Je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie, c'est ce qui permet les transformations, les mouvements, les déplacements. Eh bien, faire communiquer les machines entre elles, c'est déplacer des électrons dans des fils, ou des photons dans des fibres optiques, ou des ondes jusqu'aux satellites, etc. Mais tous ces déplacements-là, ça consomme de l'énergie. Et le stockage, évidemment. Tout à fait. Donc, mettre un bit d'information dans un serveur quelque part et le conserver, ça nécessite des mouvements en permanence. Et aller chercher cette information, etc., c'est des mouvements. On n'a pas du tout l'impression, quand on passe un coup de fil, que c'est du mouvement. D'accord ?
on passe un coup de téléphone, on a quelqu'un qui nous parle qui est peut-être à l'autre bout du monde et ça circule, les ondes passent par tous les satellites et les câbles sous-marins, etc. On n'a pas l'impression que c'est du mouvement. On a l'impression que c'est quelqu'un à côté qui nous parle. Et bien en fait, c'est du mouvement de photons, d'électrons, d'ondes en permanence. Et tout ça, c'est de la consommation d'énergie. D'accord ? Voilà, donc j'ai dépeint le tableau et puis j'ai essayé de remonter assez loin dans l'histoire. Et puis on a un autre problème qui est celui de l'économie. Alors, l'économie c'est quoi ? On va redéfinir quelques termes si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est l'économie ? Comment on la mesure, tiens, l'économie ? En dollars? Ouais, par exemple. Mais oui. En dollars, en euros, en yens. Ouais. Et quelle est l'unité? Alors pas l'unité, parce que effectivement la monnaie c'est une unité, mais quelle est la notion qui est pour la plupart des pays l'unité de mesure de la puissance économique d'un pays? Est-ce que ça te parle? PIB, exactement. Produit intérieur brut, qui est une somme de production et de génération de richesse à l'intérieur d'un pays, et qui est une unité de mesure, en gros, de la puissance. Le PIB, ça a été conceptualisé, je crois, au début du XXe siècle, à un moment où les conflits étaient sous-jacents, je ne vous apprends rien. Et en gros, le PIB servait en partie, et même assez essentiellement, à mesurer la puissance des pays étrangers à faire la guerre. C'est-à-dire que la puissance économique d'un pays, c'est aussi une puissance militaire, c'est aussi une puissance productive, c'est aussi une puissance agricole, pourquoi pas, mais tout ça, quand il y a des tensions, c'est une unité de mesure de la puissance guerrière d'un pays. Donc le PIB a notamment servi à ça. Et alors, quel est, d'après vous, est-ce qu'il existe un lien déjà entre cette unité de mesure de la puissance économique d'un pays et l'énergie? Est-ce qu'il existe un lien, d'après vous? Oui, sûrement, parce que Ouais. les pays qui ont été industrialisés le plus tôt sont généralement ceux qui sont considérés comme les plus puissants. Ouais. Avec un PIB important. Et alors, industrialiser tôt par rapport à l'énergie, ça veut dire? Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, les économistes, on va dire, hétérodoxes, ceux qui ne sont pas issus des écoles néoclassiques et néoclassiques, considèrent effectivement qu'il y a un lien très fort, sinon peut-être même presque rigide, entre la quantité d'énergie qui traverse une société et la quantité de richesse que produit cette société, le PIB. Donc ça ne veut pas dire que c'est complètement associé de façon linéaire et stricte. Il y a une petite élasticité entre la quantité d'énergie qui traverse un pays et le PIB, mais cette élasticité n'est pas grande. Et en fait, quand on regarde sur le temps long, on voit que on regarde comment a évolué la consommation d'énergie d'un pays et on voit que le PIB suit cette courbe de façon très, très stricte, très proche. Et alors ce PIB-là, c'est aussi nos revenus. Le PIB, c'est une unité de mesure de la capacité d'un pays à générer des revenus. Donc on reprend, on risque de manquer de pétrole, les rendements baissent, la productivité risque de baisser, et puis on voit bien qu'en ce moment c'est un peu compliqué, tout ce qui touche aux retraites, tout ce qui touche au chômage, au maintien des institutions de santé, etc. Tout ça, c'est quand même, alors que l'économie cahote un peu, on voit qu'on a du mal à maintenir certains avantages qu'on a eu jusque-là. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne commencerait pas à avoir un petit problème énergétique? Est-ce que finalement on n'a pas, on le voit, que le prix de l'énergie augmente un peu dans tous les domaines en ce moment, c'est dans tous les journaux au quotidien, est-ce qu'on n'a pas une tension déjà aujourd'hui sur l'approvisionnement énergétique? C'est toute la question. Et est-ce que ça ne va pas du coup continuer? Dans quel sens ça pourrait continuer? Est-ce que le PIB ne va pas continuer à être impacté quelque part? Alors on a toujours de la croissance dans la plupart des pays occidentaux. Il y a même un rebond après la pandémie, parce que voilà, des politiques ont été mises en œuvre pour que les pays, en tout cas ceux qui avaient les moyens, reprennent le plus vite possible. Ceci tire la croissance vers le haut. Ce n'est pas forcément le cas de tous les pays dans le monde aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien que la situation est plus tendue qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Voilà, donc là c'est pour le contexte. Je vous ai un petit peu rappelé le contexte. Et donc, dans ce petit livre, L'énergie du déni, j'essaye
de déconstruire l'idée de transition énergétique. Eh bien, c'est pareil, je vous fais toujours participer. Qu'est-ce que c'est pour vous la transition énergétique? Trouver d'autres solutions. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on appelle solution dans... Pour lesquelles, je pense que tout le monde cherche, tout le monde se bat, mais personne n'apporte vraiment des solutions. Parce que, où sont ces solutions, justement? Eh bien, oui. Quelles sont les solutions? Alors, qu'est-ce que vous avez en tête comme solution, justement, pour cette transition énergétique? On en a parlé, du coup, mais est-ce que... Entre les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, bon. mais c'est un peu problématique aussi, puisque ça vient aussi d'énergie, enfin, c'est produit grâce aux énergies fossiles, donc c'est un peu difficile de. C'est le chat qui se mord la queue. Ah ben, parfait. Donc voilà, tu illustres bien le problème. On essaye d'investir, alors tu as cité les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, on peut rajouter le nucléaire, qui fait partie du débat évidemment. On sait qu'en France, on va réinvestir dans le nucléaire, effectivement. Et tu dis que fabriquer toutes ces infrastructures, ça dépend du pétrole. C'est vrai. Ça dépend du pétrole, mais on pourrait se dire, et c'est d'ailleurs le discours de beaucoup de prescripteurs sur la transition énergétique, on va se servir du pétrole qu'on a encore pour fabriquer des infrastructures électriques. Et puis une fois que c'est fait, c'est bon. Oui, ça a une durée limitée, ça aussi. Ah oui, c'est ça exactement. Effectivement, si on fabrique une centrale nucléaire, des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, ça s'abîme, ça s'use. On est d'accord, ça ne vit pas éternellement. On le sait bien pour le nucléaire, elles étaient prévues pour 30 ou 40 ans de fonctionnement, on essaye de les prolonger, mais parce que naturellement, quand je dis naturellement, c'est parce que c'est comme ça, une machine, quand on l'utilise, ça s'use. Et en plus, pour le nucléaire, c'est relativement fragile parce qu'on touche à vraiment la structure des matériaux. Donc il y a des usures qu'on ne peut pas compenser. On ne peut pas réparer une cuve de centrale nucléaire. Ça ne se répare pas, ça se remplace éventuellement. Mais c'est très cher. Donc en fait, au lieu de remplacer, on arrête et on fabrique une autre centrale. Donc oui, tu as raison, c'est bien ça le problème. C'est que même si on disait, on fabrique toutes les infrastructures pour produire de l'énergie, puis on arrête de consommer des hydrocarbures, mais même ces infrastructures-là, en fait, elles ne vont pas forcément durer. Enfin même, on est sûr qu'elles ne vont pas durer. Mais alors on pourrait se dire, avec l'énergie que ces centrales produisent, on va fabriquer d'autres centrales. D'accord? Pourquoi pas? Comme ça, on perpétue. Est-ce que ça vous semble cohérent, ça? Avec une centrale nucléaire, on prend une partie de l'énergie, on la donne aux sociétés, comme ça elle fonctionne. Et puis une autre partie de l'énergie, on la détourne pour créer de la richesse qu'on provisionne, qu'on met de côté, et puis on utilise cette richesse pour fabriquer une autre centrale. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Ça paraît. On a déjà du mal à recycler ce qui est déjà créé. Je ne vois pas que ça amènerait de rajouter d'autres centrales. Ah ben si, alors tu as raison, on a un problème de ressources, mais imaginons là pour le coup, pour l'exemple, on n'a pas de problème de ressources, on veut juste fabriquer d'autres centrales, parce que les centrales ont une durée de vie limitée, donc il en faut d'autres après. C'est l'équivalent de la théorie du ruissellement ou à peu près? Ah, c'est intéressant ça. L'équivalent de la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'il faudrait un approvisionnement d'énergie ou de richesse permanent qui viennent de la production initiale pour alimenter le système. Oui. Alors l'image est un tout petit peu bancale, mais je la reprends et c'est exactement le problème. Il faudrait que l'énergie ruisselle en permanence depuis les premières centrales qu'on a fabriquées pour qu'elle puisse en fabriquer d'autres. Il faudrait que ça marche tout le temps. Oui. Et il faudrait non seulement que ça marche tout le temps, mais qu'en plus, elles puissent faire deux choses, ces centrales. C'est alimenter une société, comme la nôtre, et fournir de l'énergie à côté pour fabriquer d'autres centrales. Mais en fait, effectivement, on a une contradiction dans les termes. C'est qu'au bout d'un moment, les sociétés, elles ont aussi des infrastructures qui se dégradent, comme les ponts, comme les maisons, les toits, les routes. Donc, quelque part, les sociétés qui se dégradent, elles ont besoin d'un apport énergétique de plus en plus grand au fil du temps. Donc, on a une centrale, on a un système de transition, on va dire. On lui demande d'approvisionner nos sociétés en énergie de plus en plus au fil des années, des décennies, et pourquoi pas des siècles. Mais en même temps, on demande à ces centrales ou à ces infrastructures de générer de plus en plus d'énergie, d'un autre côté, juste pour fabriquer d'autres centrales. Et c'est exactement
le propos de mon livre, j'essaye de montrer que c'est une contradiction dans les termes, et que même on sait à quoi ce processus correspond conceptuellement, c'est-à-dire une machine qui tournerait tout le temps, qui engendrerait son propre mouvement, mais qui en plus d'auto-engendrer son propre mouvement, créerait de l'énergie pour en procurer à d'autres machines. Et bien ça, on sait que ça ne marche pas, ça s'appelle un mouvement perpétuel. Je pense que c'est ce que tu voulais dire quelque part par ruissellement. Et bien le mouvement perpétuel, c'est quelque chose qui n'existe pas. En physique, on ne peut pas dire qu'une machine, alors théoriquement, une machine dans le vide absolu, qui tourne sur elle-même, dont on imagine qu'elle a zéro frottement, c'est-à-dire que les pièces entre les unes entre les autres ne sont pas en contact, ça c'est une machine théorique qui n'existe pas. Ben, cette machine théorique, dans le vide, elle pourrait tourner infiniment, indéfiniment. D'accord ? Mais même cette machine théorique, sans frottement, dans le vide, eh ben, elle pourrait peut-être tourner indéfiniment, mais elle ne produirait pas d'énergie pour une autre machine. Parce que pour extraire de l'énergie, c'est-à-dire du mouvement, hein, on sait ce que c'est l'énergie maintenant, pour extraire du mouvement de cette machine qui tournerait indéfiniment, ben, il faudrait la freiner, il faudrait enlever de son propre mouvement. Donc forcément, elle arrêterait de tourner. D'accord ? Ben, c'est ça le mouvement perpétuel. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que le programme de transition énergétique, tel qu'il est conceptualisé, tel qu'il est prévu, tel qu'on y croit, il est fondé sur l'idée qu'on va fabriquer des mouvements perpétuels. Et je pense que c'est une illusion profonde, assez embarrassante, parce qu'elle donne l'illusion à nos sociétés qu'on va continuer à croître, et c'est d'ailleurs le discours de politique, et même de politique écologique, qu'avec la transition énergétique, il n'y aura pas de déclin énergétique, le PIB va continuer à monter, et même de plus en plus qu'on fabriquera des éoliennes ou des centrales nucléaires. Et en fait, physiquement, ça ne semble pas possible. D'accord ? Donc je suis un peu désolé parce que peut-être vous attendiez-vous à ce que je vous dise que le pétrole c'était pas un problème et qu'on allait remplacer tout ça par de nouvelles infrastructures de production d'énergie. Pour ce que j'en ai compris, et je peux me tromper et j'espère me tromper, pour ce que j'en ai compris, on vit dans une forme de fantasme prométhéen, c'est-à-dire de toute puissance et d'hubris. Je crois que c'est madame qui parliez d'hubris tout à l'heure. C'est vous ? Ah, c'est vous ? Oui. Je ne reconnais pas toujours bien les visages, surtout avec le masque. Et donc oui, il est possible que nous investissions la transition énergétique avec tout l'hubris que nos sociétés ont su développer depuis 2 siècles, celui d'une toute puissance qui est celle, en gros, d'avoir une idée. On a une idée, on a plein d'énergie, donc cette idée va forcément se réaliser. Et là, on a l'idée qu'on peut faire la transition énergétique, mais en fait, cette idée, il semblerait qu'elle soit fausse. En tout cas, pour ce que je lis de la physique aujourd'hui, conceptuellement, elle semble erronée. Et alors, je vais conclure là-dessus, et puis après, on pourra passer à des questions ou des échanges plus informels, si ça vous va. Ce que j'ajoute comme développement dans le livre, c'est que on souhaite substituer les énergies. Substituer, ça veut dire on va fabriquer des éoliennes, du nucléaire et des panneaux photovoltaïques, et puis ça va approvisionner nos sociétés en énergie, et du coup, on pourra moins consommer de pétrole. D'accord ? Est-ce qu'on n'a pas un problème de réalité dans le sens où ça fait 10-15 ans que vraiment des projets de transition se construisent partout sur la planète à grande échelle. Les éoliennes, il y en a depuis longtemps, du nucléaire, il y en a depuis longtemps, mais il y a une accélération depuis 10-15 ans. Or, en gros, et même en clair, on n'a jamais vu une aussi grande accélération des émissions de CO2 que depuis 10-15 ans. D'accord ? Donc il n'y a pas une contradiction dans les mesures sur le réel. On essaye de faire une transition et on voit que ça fait exactement l'inverse. En tout cas, dans le réel, il se passe exactement l'inverse d'une transition énergétique. Il n'y a pas de substitution, et même plus on fabrique de nucléaire et d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, plus on émet de CO2. Donc, avec ce constat-là, moi je me suis dit, il faut essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Et donc j'ai posé une hypothèse qui est celle que j'appelle du renforcement synergique des énergies, qui est l'idée que non seulement on a des problèmes pour faire la transition, mais qu'en plus cette transition, en fait, elle pourrait ajouter des moyens à nos sociétés pour continuer comme avant.
et voire même renforcer nos capacités à continuer comme avant, c'est-à-dire à consommer encore plus d'hydrocarbures. Alors de deux façons. Il y a deux hypothèses pour lesquelles ce renforcement synergique des énergies serait envisageable. D'une part, parce que les programmes de transition énergétique, en fait, ils apportent deux choses aux sociétés. Déjà, des capacités spéculatives, c'est-à-dire que ce sont des programmes industriels qui ont soif de capitaux, qui ont soif d'investissement, et qui donc font des promesses à quantité de gens très riches, ou de sociétés, ou d'États, qui investissent. Et en fait, l'investissement, c'est ce qui permet de mesurer le PIB aussi, donc la croissance. L'investissement, c'est ce qui génère de la richesse, de la promesse de salaire, de revenus, et puis des revenus réels, puisqu'il y a, il y a vraiment une industrie qui se réalise. Et donc ces promesses-là, eh ben, elles génèrent de la richesse en soi, mais cette richesse, en fait, elle circule de façon totalement non fléchée à travers les places boursières, les économies, les transactions entre États, entre sociétés, etc. Et en fait, cette richesse, je le montre dans le livre en appui sur d'autres livres d'économistes, cette richesse produite par le projet de transition énergétique, parfois, et il y a des exemples très concrets, elle est juste détournée pour renforcer la puissance économique des sociétés industrielles du pétrole, du charbon et du gaz. Donc les investissements, les capacités spéculatives, les promesses de PIB pour la transition sont parfois détournées. D'accord ? Une autre façon de détourner les promesses de transition énergétique est liée au marché carbone. Est-ce que ça vous parle, le marché carbone ? Vous voyez ce que c'est ? Le marché carbone, c'est une possibilité pour les industriels, par exemple, d'acheter sur ce marché des droits à émettre du CO2, d'accord ? Dans la mesure où ils investissent par ailleurs, ou alors en achetant des droits, ces droits-là sont utilisés pour investir dans la transition énergétique. D'accord ? Sauf que le marché carbone aujourd'hui, il est aussi détourné par certains industriels du pétrole, du gaz et du charbon pour acheter des droits ou alors carrément investir dans des infrastructures de transition énergétique au titre de leur industrie, c'est-à-dire en verdissant leur industrie, mais en faisant aussi des économies parce qu'ils ont obtenu des droits à émettre du CO2, donc ils peuvent plus vendre de CO2. Et en même temps, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques sont utilisés sur certains sites d'extraction du pétrole, du charbon et du gaz. Donc ça verdit leur image, et en plus ça leur fait faire des économies sur le plan de l'exploitation directe. Donc je pourrais vous donner quelques exemples ensuite. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, puisque la deuxième voie pour laquelle il y a peut-être un renforcement synergique des énergies, c'est qu'aujourd'hui, Laure, tu le disais tout à l'heure, très bien, sortir du pétrole du sol, en particulier, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'il est de plus en plus profond, il est de plus en plus visqueux aussi. Donc il est plus difficile à pomper, tout simplement. Et vous imaginez bien que pour sortir des choses du sol, autrefois le pétrole ça sortait tout seul du sol parce qu'il était proche de la surface et puis il était sous pression. Donc il y avait très peu d'énergie à investir pour qu'il sorte du sol. Aujourd'hui il est très profond et très visqueux. Donc il faut dépenser de l'énergie pour aller le chercher. Et bien aujourd'hui, il y a de plus en plus de sites, et je le dis parce que c'est l'actualité, il y a de plus en plus de sites sur lesquels l'industrie du pétrole installe des panneaux photovoltaïques ou des panneaux pour réchauffer de l'eau ou des éoliennes pour fournir de l'énergie à ces sites-là à moindre coût, à plus forte raison que sur le plan économique, il y a des remboursements grâce au marché CO2, ou des avantages ou des subventions. Et en fait, cet apport d'énergie par le matériel qui est censé faire la transition énergétique, finalement, permet de réduire le coût d'extraction de quelque chose qui serait sinon plus cher à extraire. Et en réduisant ce coût, finalement, la performance extractive augmente, et alors le résultat, c'est qu'on sort plus de pétrole du sol. C'est le résultat économique, en tout cas c'est l'hypothèse que je pose, qui pourrait permettre d'articuler le fait que on essaye de faire une transition, et en fait on émet de plus en plus de CO2. Je peux me permettre d'interrompre? Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si moi j'ai compris, ça me fait extrêmement peur, donc j'aimerais juste demander une précision. C'est possible? Tu es en train, là, de nous dire qu'en fait, le pétrole, enfin, que les gens qui sont chefs des entreprises d'extraction de pétrole se servent d'énergie verte
pour tirer le pétrole hors de terre, on est d'accord, parce que ça coûte moins cher, que du coup ils en sortent plus, et que donc de fait ça pollue plus que ça n'aurait pollué il y a 5 ans. Tu as résumé parfaitement ce que j'essayais d'expliquer. C'est exactement ça, l'hypothèse. On s'en tient à l'hypothèse, et c'est comme ça que je présente dans le livre. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, on voit qu'on essaye de faire une transition, moi j'essaye de faire se rencontrer les deux. Et donc je dis, et avec exemple à l'appui, oui, il est possible que pour des raisons économiques, techniques, eh ben, on détourne l'intérêt potentiel de la transition énergétique pour finalement augmenter et optimiser l'extraction de ce qui reste le sang de nos sociétés finalement, parce que 95% de déplacements faits au pétrole, ça reste le sang de nos sociétés. C'est donc vital en quelque sorte. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire, enfin, on traiterait d'idéaliste, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a plus de CO2 actuellement, parce que justement on crée finalement la base de cette énergie verte, pour ainsi dire, donc on est bien d'accord avec du pétrole, donc du coup qui dépense du CO2, mais que là on est dans le plein boom, et qu'une fois que c'est installé, il faudra remplacer petit à petit, mais du coup il y en aura moins. C'est une très bonne réponse, à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui, enfin c'est une très bonne remarque, à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui, c'est possible. Simplement, on a dit tout à l'heure que, alors aujourd'hui on pourrait dire on tire à fond sur les hydrocarbures, on fait la transition et après ça va. Et on a dit tout à l'heure que les infrastructures de transition, il faut les entretenir. Et elles ne peuvent pas s'entretenir par elles-mêmes. C'est ce qu'on a vu avec le mouvement perpétuel. On ne peut pas tirer du mouvement pour fabriquer des trucs qui ont besoin de mouvement alors qu'il faut entretenir le mouvement du premier truc. D'accord ? Et donc l'idée projective, ça serait que non seulement aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain non plus, parce qu'en fait, ne serait-ce qu'entretenir ce qui est censé faire une transition, en soi, demanderait de forcer l'exploitation des hydrocarbures. Parce que ça ne peut pas s'auto-entretenir tout seul. Donc l'hypothèse, elle a deux déclinaisons. Elle a déjà expliqué aujourd'hui pourquoi ça ne marche pas, et potentiellement demain pourquoi ça ne marcherait pas mieux. Et en même temps, je ne peux pas répondre pour demain, et c'est là où il faudra continuer à explorer cette hypothèse. Oui, il y a assez bonnes raisons du fait que la production des hydrocarbures le risque pas de décès, c'est qu'il y a un lien direct entre l'énergie et l'économie. Donc le flux énergétique, c'est du pognon. Et donc des nouveaux flux énergétiques, c'est du nouveau pognon. Donc ça, tout le monde est d'accord pour ça. Par contre, arrêter les flux énergétiques et donc arrêter le pognon qui va derrière, là, ça va être plus compliqué. Donc, vu l'appétit de nos sociétés pour l'argent, je valide l'hypothèse de ça. Je ne pense pas qu'on va arrêter les sources énergétiques comme ça. Et justement, je pars toujours du principe que je suis une vraie idéaliste, mais alors là, vraiment, parce que j'ai honte de ce que je vais dire. Mais en fait, la solution, s'il devait y avoir une solution, ça pourrait être, accrochez-vous bien, j'ai conscience que c'est impossible, justement de séparer l'énergie de l'économie. C'est une très bonne remarque qui fait partie des propositions politiques, en particulier de la décroissance. C'est impossible. Alors, pour Adrien comme pour moi, ça paraît hautement spéculatif. Par contre, il est important de le dire parce que ça fait partie des propositions politiques d'aujourd'hui, qui me semblent très hasardeuses. Je pense qu'il faut avoir une forme d'idéalisme pour investir l'avenir, c'est nécessaire. Aujourd'hui, le concept de découplage entre guillemets du PIB et de l'énergie, déjà on ne le voit pas. Et pour le mettre en œuvre, si une décroissance politique se met en œuvre, il faudra bien expliquer aux gens que d'accord, on arrête le calcul du PIB, on s'en fiche, et on essaye de le remplacer par un bien-être, un confort de vie, une réduction de notre dépendance à la consommation, etc.
Mais il faudra bien expliquer au VIC, je te laisse faire rentrer la personne, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors, ils ne vont pas rentrer, mais excusez-moi, monsieur. Petite interlude. Une musique pour l'interlude? Je sais pas ça, non. J'ai cru comprendre qu'ils avaient trouvé le moyen d'utiliser l'eau comme énergie pour les voitures. Alors non. Alors l'hydrogène, c'est une question importante. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène, c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'on peut stocker, c'est un stock en fait d'énergie qui est relativement compactable. Donc on peut, une fois qu'on l'a stocké, en dégager beaucoup d'énergie. Mais il faut d'abord le stocker, il faut d'abord le produire et le stocker. Et donc ça demande d'abord des mouvements. Ça demande d'abord de consommer en particulier du gaz pour faire de l'hydrogène. Mais l'hydrogène en soi n'est pas une source d'énergie. Il faut d'abord en avoir consommé pour avoir de l'hydrogène. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, c'est plutôt une façon de ne pas gaspiller de l'énergie produite par des éoliennes quand on n'en a pas besoin, par exemple, ou par des centrales nucléaires quand on n'en a pas besoin. Donc on continuerait à produire de l'énergie, et puis la société n'en a pas besoin, il faut bien en faire quelque chose, on la stocke sous forme d'hydrogène, et l'hydrogène, ensuite, on s'en sert pour autre chose. Mais c'est juste un stock, en fait, ou un relais, un vecteur, si vous voulez. Mais ce n'est pas du tout une source d'énergie. Il y a une petite polémique par rapport au fait on essaie de passer aux voitures électriques. Il y a une polémique sur les batteries Tesla qui pollueraient les sites de production. Alors, la polémique sur les batteries d'une façon générale, Tesla ou autre, c'est une polémique qui rejoint toutes les polémiques liées à l'industrie, parce qu'en fait c'est une industrie, donc une industrie a besoin de ressources minérales, et l'extraction des ressources minérales détruit des environnements. Voilà, donc c'est un débat de plus sur le problème de l'extraction. Donc voilà, on va aller chercher du lithium dans des endroits qu'on n'avait pas vraiment explorés jusque-là, donc on va effectivement les abîmer, mais c'est pareil pour aller chercher le cuivre, c'est pareil pour aller chercher le fer, c'est pareil pour aller chercher tous les minéraux qui sont nécessaires à notre société. Donc c'est juste un problème de plus à des problèmes qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'extraction, c'est un avenir océanique. Les grands fonds marins sont investis par tous les pays qui ont des surfaces, qui ont sur leur territoire, leur propriété, on va dire, des océans. Et ils veulent aller chercher dans les fonds marins de quoi éventuellement épargner des surfaces terrestres. Voilà, plutôt que d'aller chercher des minéraux à la place des forêts, on va aller chercher là où on ne voit pas qu'il y a de la vie, c'est-à-dire dans les fonds marins. Je t'en prie, Laure. Voilà, si vous voulez, je peux illustrer. Déjà, je vais vous demander si ça va, si c'est pas trop difficile à entendre, si c'est pas trop plombant. Est-ce que ça va? Ouais. Je suis quelqu'un qui préfère, donc ça je précise un petit peu ma démarche personnelle, je suis quelqu'un qui préfère regarder l'avenir en sachant à peu près ce qui va se passer plutôt d'être surpris. Ou plutôt, il m'arrive d'anticiper les choses les plus négatives. Naturellement, j'anticipe les choses les plus négatives, comme ça je suis moins surpris et je vais mieux. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Et donc c'est ce qui me motive à explorer des hypothèses qui seront peut-être invalidées, et je l'espère. C'est-à-dire ce que je vous dis sur l'impossibilité de la transition énergétique, je préfère que ça soit faux. Mais en même temps, je pense que c'est important. Parce que si on se trompe, on risque de tomber d'encore plus haut. C'est-à-dire qu'on aura non seulement un problème climatique, un problème agricole, mais aussi un problème énergétique tout court qu'on n'aura pas résolu, et puis les gens ne comprendront pas pourquoi on ne l'aura pas résolu. Et là, aujourd'hui, les gens ne comprennent déjà pas pourquoi le prix de l'énergie augmente alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on fait une transition énergétique. Et voilà, cette incohérence-là, à mon sens, elle est génératrice de troubles sociétaux, d'incompréhension, de défiance envers le pouvoir, de défiance envers l'écologie, de perte de confiance. Et je pense que c'est important que cette confiance ne se perde pas. Donc je préfère qu'on dise les choses claires, même si elles sont difficiles, pour qu'on continue à puisse échanger ensemble, en particulier entre le pouvoir et les citoyens. Voilà, donc j'ai précisé ma démarche. Et je peux vous donner quelques exemples
de support technique à l'extraction du pétrole et du gaz et du charbon, pardon. Je suis un peu fatigué. Donc par exemple, en Australie, je pourrais vous montrer les images après si vous voulez. C'est l'actualité. On déploie des panneaux solaires à côté des sites d'extraction du pétrole parce que certains sites d'extraction du pétrole sont assez éloignés, par exemple des lignes électriques. Ou alors il est difficile de les approvisionner en pétrole tout court parce que le déplacement en camion ça coûte cher, le transport ça coûte cher, etc. Donc on installe des panneaux photovoltaïques sur ces sites-là et puis on les laisse tourner. Et du coup c'est très économique. Et étant donné que c'est économique, ben, l'exploitant gagne des sous, donc a plus de sous pour investir dans des infrastructures d'extraction de pétrole, etc., etc. Donc ça c'est l'actualité en Australie par exemple. En Norvège, en 2022, donc cette année, si le projet est, en tout cas pour ce que j'en ai lu, il est toujours d'actualité, on va installer des éoliennes en grande quantité pour alimenter plusieurs sites d'extraction pétrolière et gazière en mer du Nord. Vous aurez compris toujours que l'intérêt, c'est de ne pas tirer des lignes électriques au milieu de l'océan et voilà, de ne pas tirer de pipeline, etc., ou de ne pas transporter de pétrole ou de gaz par bateau pour aller jusqu'aux plateformes. Donc on installe des éoliennes. Et elles ne vont servir qu'à ça. Elles ne vont servir qu'à alimenter les plateformes. Mais ça, on ne l'explique pas vraiment. Ah ben non. C'est, alors, je ne veux pas trop m'envoyer de fleurs, mais c'est le premier bouquin dans lequel vous avez une synthèse de l'état des lieux sur ce qu'on ne vous dit pas sur la transition énergétique. Voilà. Il y a des tas d'autres personnes qui parlent de ce sujet-là, mais sur l'utilisation directe des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour le pétrole, voilà, je n'ai pas trouvé beaucoup de sources qui en parlaient. Non, parce qu'on le dit effectivement, quand même, dedans et tout, on voit des reportages, etc. Avec toute l'installation de ces éoliennes et tout, comme étant un moyen de transition énergétique, hein, c'est la seule chose qu'on nous dit. Absolument. C'est la seule chose qu'on vous dit. Et moi, ça me va pas. Je ne suis pas d'accord qu'on ne nous explique pas que ça sert aussi à des tas d'autres choses. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le pétrole, avec le temps, il est plus profond et plus difficile à sortir, puis il est aussi beaucoup plus visqueux. Et plus visqueux, ça demande, voilà, c'est comme du sirop au lieu de l'eau. Pour pomper du sirop avec une paille, ben, c'est plus difficile que de pomper de l'eau avec une paille. D'accord ? Donc, pour faciliter l'extraction du pétrole quand il est trop visqueux, il y a une solution qui est de chauffer de l'eau pour l'injecter dans les nappes de pétrole. L'eau chauffée dilue un peu le pétrole et du coup il devient plus fluide et plus facile à sortir. Et en fait, comment fait-on pour chauffer de l'eau ? On utilise des centrales solaires, thermiques solaires, c'est-à-dire qu'on concentre l'énergie du soleil qui va réchauffer des fluides, qui vont réchauffer de l'eau et ensuite on injecte l'eau. On sort le pétrole, ensemble, l'eau et le pétrole. Ensuite on filtre l'eau et le pétrole, on récupère l'eau pour la réchauffer, la réinjecter, puis on vend le pétrole. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui se fait en Californie, par exemple. Et puis on a moins parlé du nucléaire, mais il faut aussi tenir compte du nucléaire dans ce renforcement synergique des énergies. Le nucléaire, il y a un assez fort lobbying au Canada pour développer des petites centrales nucléaires qui sont désormais d'actualité aussi en France. C'est-à-dire qu'il y a des projets industriels défendus par la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays pour fabriquer des petites centrales nucléaires qui en gros feraient, je ne sais pas, un peu plus que la dimension de la salle, un peu plus, mais c'est pas tellement gros. Et ces centrales nucléaires sont donc faciles à déployer, à déplacer et à situer à des endroits stratégiques. Et au Canada, c'est intéressant parce qu'il y a dans la plaine de l'Alberta, il y a beaucoup de pétrole à exploiter, et un pétrole assez difficile à sortir du sol, et surtout très loin des infrastructures de production d'énergie. Donc, pareil, tirer des lignes électriques ou approvisionner en pétrole ou autre, c'est très cher. Donc, on va installer des petites centrales nucléaires qu'on dit SMR, Small Modular Reactor. Ou en tout cas, il y a un lobbying pour le faire. On pourrait installer ces centrales-là sur ces sites-là pour approvisionner. Et donc, là, pour le coup, vraiment augmenter la production, l'extraction, parce que sans ça, on n'aurait pas assez d'énergie pour le faire. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation et je serais ravi de discuter avec vous si vous avez des questions.
Adrien, t'as pas de questions, toi. Non, c'est juste sur le nucléaire, en fait, ça existe déjà, mais c'est pas avec les SMR, c'est les Russes qui ont fait Ah oui. le premier navire qui est en fonctionnement depuis 4 ans déjà, qui fonctionne au nucléaire et qui n'est dédié qu'à aider l'exploitation pétrolière dans l'océan du pôle Nord. Sur le nucléaire, ça existe déjà. Oui, tout à fait. J'en parle dans le bouquin, effectivement. C'est une grosse barge. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les médias, on en a parlé pendant un temps. Peu de gens l'ont vu, oui, mais... ouais. C'est tellement un non-sens, en fait. Ah oui. C'est un non-sens, mais comme Adrien le disait très justement, on a besoin de création de richesse. Et pour l'instant, en tout cas, on prend tout ce qui vient. Et clairement, pour la Russie, exploiter les terres du Nord qui sont encore gelées, mais qui le sont de moins en moins avec le temps, grâce à une source d'énergie locale et peu chère en fait, parce que l'industrie nucléaire aussi fragile qu'elle ait pu être en Russie pendant un temps, en URSS et en Russie, elle est rentabilisée depuis le temps. Donc fabriquer une barge, c'est pas si cher que ça. Par contre, c'est extrêmement rentable d'aller la placer là où on a besoin d'énergie. Et la Chine va s'y mettre aussi. Je crois qu'il y a un projet de barge aussi en Chine, à confirmer. Donc oui, on marche sur la tête, comme tu le dis, mais il faut générer du PIB. Tu vois ? Voilà. Si j'ai manqué de précision sur une chose ou une autre, n'hésitez pas. Si vous avez des solutions, je prends. Pour planter des arbres. À fond. Eh bien oui, planter des arbres, c'est bien. Hein. Mais je veux dire, ces grandes puissances, elles ont pu évaluer la quantité de pétrole qu'il y a au fond de ces mers, au fond de ces océans. Est-ce qu'on sait Alors, quand vous parlez de l'exploitation sous-marine dont je parlais précédemment, là, c'est surtout pour les minéraux, en fait, qu'il y a des développements. C'est-à-dire qu'on va aller chercher du lithium, du platine, pas trop du cuivre, mais enfin des métaux, peut-être du cuivre d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est l'avenir parce qu'il y a deux raisons. Déjà, parce qu'on risque d'en manquer sur les terres, ou alors c'est trop dispersé maintenant, parce que les meilleurs filons ont déjà été exploités. Donc on va aller chercher sous les mers, mais il y a une raison aussi qui est politique, c'est-à-dire qu'on ne verra pas la destruction du milieu. Donc on va aller mettre sous l'eau des tracteurs qui font 200 tonnes, des machines qui font 200 tonnes, très très lourdes. Alors sous l'eau, elles ne pèsent plus rien, mais vraiment des machines énormes. Et puis on va les laisser, on va les laisser récupérer la roche, quoi, ou les sables qui sont sous la mer. On va les remonter, ce qui permettra d'alimenter en minéraux, en métal. Pour ce qui est du pétrole sous-marin, il y a là les découvertes d'une part et puis les investissements sont pas énormes parce qu'en fait on a déjà mis en place quasiment tout ce qui était possible d'exploiter. Donc en gros pour le pétrole il ne reste plus qu'à pomper. Il n'y a plus beaucoup de sites à ouvrir. Pour vous donner un ordre d'idée, donc vous imaginez que depuis 150 ans, on a d'abord exploité aux États-Unis les nappes pétrolières les plus accessibles, les plus faciles à exploiter, et puis on a fait de plus en plus de découvertes, surtout depuis les États-Unis, puis après en Russie, en Asie, en Amérique du Sud. Et à chaque fois, on est allé de découverte en découverte. Et puis on a découvert des gisements de plus en plus grands. Et puis à un moment donné, on a découvert les plus grands et les plus grands des gisements, en Moyen-Orient en particulier. Et une fois qu'on a découvert les plus grands des gisements, on a découvert des gisements un peu plus petits. Puis on est allé les exploiter. Et d'après vous, à quelle période a-t-on découvert les plus grands gisements et à partir de quelle période n'a-t-on plus découvert que des gisements de plus en plus petits ? Est-ce que c'est maintenant, par exemple, qu'on ne fait plus que découvrir des gisements de plus en plus petits et qu'on a passé les plus grosses découvertes, je sais pas, moi, en 2015, par exemple ? Je pense que c'était avant. Oui, c'était dans les années 60.
Dans les années 60, on a fait les plus grosses découvertes, et depuis les années 60, on ne découvre que des sites de plus en plus petits. Et en gros, parfois, la découverte d'un site fait la une des médias, on se dit c'est bon, on a encore du pétrole pour 40 ans. Et en fait, les dernières découvertes qui se font à l'échelle de la consommation de pétrole d'aujourd'hui, c'est 3-4 semaines de consommation. Voilà, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent chercher aussi dans l'univers, dans d'autres planètes, j'imagine. Alors, on ne va pas chercher des hydrocarbures sur les astéroïdes, mais on va chercher des métaux, oui. Enfin, en tout cas, il y a des projets pour le faire sur la Lune aussi. Oui. Les hydrocarbures, vous savez d'où ça vient les hydrocarbures? Parce que je ne l'ai pas précisé. Bah, c'est dans la Terre. Ouais, c'est dans le sol. Ça vient du noyau terrestre, non? Comment? Je ne sais pas, c'est un des constituants du noyau terrestre. Oui, c'est les fossiles, c'est comme ça. C'était là. C'était là. Alors, fossile, qu'est-ce que ça veut dire? Bah justement, que c'était là au début. Ah non. Et non, justement, un fossile, c'était pas là au début. C'est quoi un fossile? C'est mort. Comment? C'est mort. Exactement. C'est une empreinte. C'est mort en fait. Exactement. Et avant que ce soit mort, c'était. Avant que ça soit mort, c'était quoi? C'était vivant. C'était. Exactement. Le pétrole, le charbon et le gaz, ce sont des déchets d'êtres vivants, des bactéries essentiellement, du plancton. Il y a la dernière période, c'est 200 à 300 millions d'années, à peu près. Donc, selon les périodes d'évolution du vivant, des conditions climatiques et géologiques font que le plancton marin, qui se dépose au fond de l'océan, se dégrade assez mal parce que, par exemple, les océans n'ont pas assez d'oxygène, donc en fait, leurs cellules, leur carapace, leur structure se dégradent mal, ne restent pas dans l'eau, et étant donné qu'elles se stockent et qu'elles s'accumulent, elle finit par être absorbée par la tectonique des plaques, donc la géologie vient enfouir ces stocks d'êtres vivants, d'accord ? Et ces stocks d'êtres vivants sont enfouis, ça prend des millions d'années, littéralement. Ils sont enfouis, et puis ils descendent dans les profondeurs de la croûte terrestre, et puis ils sont réchauffés, ils sont transformés, ils sont cuits, ces déchets. Ils sont cuits, et du coup, cette cuisson les transforme en différentes qualités de pétrole. Voilà. Et ce sont ces différentes qualités de pétrole qui finissent par remonter un petit peu, une fois qu'elles ont été transformées. Et c'est juste ce qui est remonté entre quelques mètres et plusieurs kilomètres sous la croûte terrestre que nous on exploite. C'est ça le pétrole. Et vous n'avez pas encore eu un mec qui bosse dans le pétrole qui se soit dit tiens, et pourquoi pas utiliser les morts pour fabriquer de manière artificielle ou je ne sais quoi? Très bonne question. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai dit c'est stocké au fond et puis c'est transformé? Qu'est-ce qu'il a fallu pour transformer et cuire, comme je vous ai dit pour le gâteau tout à l'heure? De l'énergie. Il faut de l'énergie. Et donc si tu veux, alors c'est possible théoriquement, on peut faire du pétrole à peu près que n'importe quoi, même avec du CO2 qu'il y a dans l'air, on peut faire du gaz consommable, on peut transformer, on peut revenir sur certaines transformations et refaire une source d'énergie. Sauf Ce que... serait original ça aussi. Mais c'est pas original, ça se fait. Mais c'est génial. Mais oui, ça se fait. Oui, mais il y a un problème. C'est que pour faire ça, il faut plus d'énergie qu'il n'en aura fallu, par exemple, pour émettre une molécule de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'au final, tu as perdu plus d'énergie que tu t'en as gagné. D'accord. Donc voilà, la matière organique qui est devenue du pétrole, c'est l'énergie du soleil et puis l'énergie cinétique et tectonique de la planète elle-même, de la Terre, qui a fourni l'énergie et la chaleur, donc le noyau effectivement, pour transformer les êtres vivants en pétrole. Je précise que le charbon, c'est essentiellement plus des forêts qui ont été transformées en charbon. C'est pareil, c'est le même principe. Voilà, donc c'est toujours une question d'énergie quelque part. Et donc aujourd'hui, on pourrait faire du pétrole avec du charbon, on le fait, ça s'est fait pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas du tout intéressant sur le plan énergétique et du coup économique. Voilà.
il vaut mieux avoir une source qu'on brûle directement. Si on remplaçait le pétrole par l'huile de friture, comme ils essaient de faire. Ça se fait. Ça se fait. Il faut beaucoup de collecte d'huile de friture. Ça se fait, mais là encore économiquement, c'est pas très intéressant. Mais en gros, il y a même pas, on n'attend pas que l'huile ait été frite pour la mettre dans le réservoir, parce qu'en fait, les carburants verts, dits verts que vous avez en station, c'est des oléagineux qu'on a utilisés pour faire de l'huile. Donc on a pris l'huile pour le mettre dans le. Ah, le fameux P80. Voilà. C'est ça? Ouais. Non, c'est le bioéthanol. L'huile, c'est le biodiesel. Voilà. Les biodiesel, donc c'est l'huile de colza, l'huile de palme, qu'on met directement dans les moteurs diesel. Mais il faut un appareil spécifique pour passer de ça à ça. Oui, alors il faut un peu la bidouiller pour que ce soit en fonction du type du moteur, mais en gros, voilà, on prend l'huile, on la met dans le moteur, puis ça fonctionne. Le Oui. diesel, à la base, le moteur diesel est un moteur qui est capable de brûler de l'huile directement. Oui, mais c'est. Mais si, on le fait, mais c'est pas économiquement, c'est pas très intéressant. Voilà. Oui, non, mais je préférerais ça plutôt que rouler. Bah non, Ah. parce que en Alors. fait, c'est toujours le même problème. Ils veulent plus de diesel. Alors ça, il faut aller demander aux orangs-outans de Bornéo s'ils sont d'accord Oui, avec voilà. l'huile de palme. Parce que, mais oui, parce que l'huile, c'est quoi que vous avez dit, excusez-moi, au niveau des huiles? L'huile de palme. L'huile de palme. Non, moi je pensais plus tournesol, enfin, des trucs basiques. Bah oui, mais basique, c'est pareil. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que si tu utilises de l'huile pour ça, enfin, elle ne servira pas pour. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je comprends mieux que tu vois. Ça produit moins de CO2 peut-être. Alors, le bilan carbone. Mais, Non, non, mais ouais, là, c'est bon qu'on le calcule, mais techniquement, ouais, c'est un peu mieux. Mais en termes de destruction, le problème, c'est que, comme tu disais, c'est que, par exemple, si on prend de l'huile de colza, par exemple, c'est pas une ressource alimentaire. Et comme à côté, il faut qu'on mange, en fait, on va aller déforester des espaces qui avant, les vivants étaient tranquilles. Et là, on va les défoncer pour fabriquer du colza en plus. Non, mais c'est ça. Et donc l'empreinte écologique est tout simplement désastreuse. Quoi. Climatiquement, c'est un peu mieux que le pétrole, mais d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. On enlève une centrale Pour la queue tout le temps, en fait. Après, c'est l'acceptation. Ah bah oui, oui. c'est la théorie du moins pire en fait qu'il faut. Ah ouais. Il aurait dû s'appeler comme ça le livre. Qu'est-ce que vous voyez quoi Moi, je ne vois aucune solution, donc je préfère être tout à fait clair. Peut-être la diversité, parce que c'est pareil, moi j'ai eu plein de gens qui sont mis des poils appelés bas, des grandes forêts du Morvan qui ont été écrasées. Et il faut de la diversité. Mais la solution, c'est pareil. Mais c'est bien aussi d'être en marche, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de l'humain. Si on regarde l'histoire, on est vraiment peu de choses par rapport à l'histoire de l'univers. On va certainement disparaître, hein, mais c'est pas pessimiste, hein, c'est réaliste. Hein, De toute façon, à partir du moment où il est au début, c'est aussi Oui. bien de se dire qu'on avance et puis on cherche des solutions même si elles ne sont pas bonnes, on essaye de voir, ça fait partie de l'humain. Parce que sinon, il faut bien autre chose. Comment? Il faut qu'on économise nos dépenses. Mais est-ce que ça va changer quelque chose vraiment? Je ne suis pas sûre, mais c'est bien de le faire. Moi je le fais, en sachant que ça ne servira pas. Après, il y a des choses où vous consommez moins, tout ça, bien sûr. Mais moi je vois dans le milieu artistique, je suis un petit peu plongée là, ça donne quoi? J'ai plein d'amis d'artistes, les gens ils n'achètent plus de peinture, ils n'achètent plus rien. Il y a une espèce de tristesse, on ne voit plus dans le merveilleux, donc on voit plus. Ça aussi, c'est important aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on laisse sur le côté les rêveurs. Moi, je pense que le rêve, la poésie, tout ça, ça va dans les autres. Après, d'être pas trop. De faire des choses, hein. Il faut faire des choses, même si on sait qu'elles servent à rien, mais c'est contre l'humain. Hein. Et peut-être que les gens chez eux, Vous êtes applaudi par Adrien derrière vous. Si les gens chez eux pouvaient avoir des batteries qui pouvaient charger eux-mêmes
par exemple, tous les gens veulent faire plus d'exercice. Mhm. Je prends un exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais en Angleterre, sur les vélos, on a des dynamos. Ça s'appelle comme ça chez nous. Et si on pouvait inventer une espèce de dynamo pour les gens chez eux, pour qu'ils puissent charger les batteries et ensuite consommer les appareils. Et ce serait la seule solution pour avoir des batteries. En fait, à chaque fois qu'on stocke une énergie, il y a des pertes. Donc, c'est bien d'avoir des petits trucs. Après, dans d'autres pays, bon, nous, on est quand même, je pense qu'on vit bien, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Vous allez, il y a des pays, ils n'ont pas vécu comme on a vécu. Vous allez leur expliquer ça, ils vont dire, ouais, vous êtes bien, vous avez vécu, vous avez profité. Mais moi, là, j'ai envie d'avoir ce que vous avez eu. C'est le gros problème de je veux dire, c'est normal, c'est humain aussi. Hein. Donc, non, c'est bien de faire des tas de petites choses. Moi, je me vois bien que... Mais ce système de vélo qui alimente de l'énergie, ça c'est dur, c'est tout fou. Mais notamment pour recharger les téléphones. Et la France, il y a une station d'essence ou à Strasbourg, ils le faisaient. sur les tarifs d'autoroute. Pour charger le téléphone, on se met sur le vélo, et ça peut charger. Et d'ailleurs, c'est plus que quelque chose de vert. Je crois que l'idée au départ, c'était d'inciter les gens à faire du sport. ah oui. Enfin, à bouger un peu. Mm. Parce que c'est vrai que les gens passent leur temps sur leur téléphone. Oui, c'est vrai. Donc là, ça permet. Après, sur l'énergie musculaire, il faut toujours regarder, enfin, c'est des problèmes de quantité. C'est que l'énergie à l'heure actuelle consommée par l'humanité, par les 2-3 milliards d'êtres humains qui sont industriels, ça correspond à peu près à 180 milliards de cyclistes qui pédaleraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a un problème de quantité. Enfin, on peut faire un peu d'énergie en pédalant, mais ça alimente même pas ses cheveux, quoi. Oui, c'est une petite poussière. Mais bon, c'est ça, parce que je disais tout à l'heure, ça alimente l'imaginaire avec des solutions, puis ça fait partie de nous. C'est sûr que si on regarde, oui, sinon on ne fait plus rien. On peut faire des choses juste pour notre imaginaire et on sait bien que ça ne sert à rien, mais ça sert quand même à quelque chose. Autre que l'économie d'énergie. Moi j'entends, parce que je suis... vous aurez compris que je suis un peu désabusé et que j'ai pas forcément grand espoir qu'on trouve des solutions. Je crois pas qu'il y ait de solutions. Mais je pense qu'on peut au moins essayer de regarder la réalité autant en face que possible. Si j'ai un objectif, moi, c'est qu'on s'approprie les difficultés de l'avenir pour ne pas être surpris et que cette surprise-là n'engendre pas de chaos politique, de chaos social. Moi, c'est ça, c'est ce qu'il me reste c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Je ne crois plus qu'il y ait de solution. J'y ai pas cru très longtemps. Par contre, je suis encore motivé par l'idée qu'on réduise la casse entre nous. Vous dites, c'est humain. Bon, il y a des tas de choses qui sont effectivement très humaines. Il faut qu'on entende que il y a des choses qu'on a du mal à ne pas faire en tant qu'humain. Et vous le disiez très bien, on ne peut pas reprocher du tout à des milliards d'humains qui n'ont pas notre confort de vouloir un peu de notre confort. C'est moralement difficilement défendable. Et donc, si on veut être à la fois humaniste et limiter la casse, je pense qu'il faut intégrer que sur le plan écologique, on risque de ne pas être bon, quoi. Voilà. Et si on idéalise l'avenir écologique, on va être vraiment extrêmement frustré, voire aigri, et l'aigreur et la frustration, c'est ce qui, à mon sens, là je vais donner une opinion un peu plus politique, l'aigreur et la frustration, c'est ce qui fabrique les discours obscurantistes et les discours précisément d'extrême droite. Et en fait, là j'ai fait très court, mais je pense que ça n'est pas déconnecté. La survenue des limites, les problèmes écologiques, la fin des grands partis politiques qu'on observe,
et la destruction des discours rationnels qu'on a du mal à retrouver, les débats posés, intelligents, construits avec des projets moraux, voilà, on n'en entend plus trop. Par contre, on n'entend que des récits qui souhaitent absolument attribuer les difficultés à une sous-partie de la population en disant c'est toi, c'est vous, et on va vous éliminer, etc. Et même au cœur du pouvoir d'aujourd'hui. Donc il y a une forme de stigmatisation qui ne me semble pas du tout déconnectée des problèmes économiques réels, et eux ne sont pas déconnectés des problèmes des limites qui sont réels. Donc voilà, moi je me situe là-dedans, j'essaye de vraiment avoir un discours le plus honnête et transparent et surtout lucide possible pour limiter la casse sur le plan social et politique et du coup moral. C'est ce que j'essaye de faire. Et puis si ça marche pas, moi je me sens bien aujourd'hui à cette place-là et au moins j'aurais partagé avec quelques-uns ce projet-là. Voilà. Oui, alors pourquoi l'homme qui est quand même conscient de ce qui se passe part toujours dans des objectifs, dans une démesure? Alors pas toujours. C'est une question anthropologique très importante, c'est-à-dire que l'humain comme les êtres vivants, en fait, je pense, par défaut, qu'ils n'ont pas envie de croître. Ils n'ont pas envie nécessairement, sans anthropomorphiser le vivant, mais parce qu'il n'y a pas d'envie. Mais en tout cas, le vivant en général et nos ancêtres humains n'ont pas systématiquement fait le choix de la croissance et de la conquête des territoires et de la complexité et de l'accumulation des ressources ou de l'augmentation de la consommation d'énergie. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. En revanche, les êtres vivants comme les humains, quand ils se retrouvent dans des situations de rivalité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres humains ou d'autres êtres vivants ou des prédateurs ou des maladies ou des changements climatiques, c'est assez binaire. C'est soit on se défend contre ce qui nous gêne, soit ce qui nous gêne nous élimine ou nous fait reculer ou régule notre population, etc., etc. Et du coup, par défaut, on n'a pas envie de croître, mais progressivement, on a rencontré de plus en plus de situations où si on ne développait pas une technique, si on ne développait pas l'agriculture, en fait, on risquait de disparaître. Ou d'avoir plus de difficultés à garantir la survie de nos enfants. Et aujourd'hui, c'est très difficile de se sortir de ce contexte de rivalité, de compétition, parce qu'il y a des humains partout et il y a une tension économique permanente. Il n'y a plus d'endroit sur Terre qui ne soit pas potentiellement visé par quelqu'un qui veut prendre les terres ou les ressources. Donc on ne peut pas se dire, par exemple, la France, là, il faudrait qu'elle devienne stable économiquement et qu'elle arrête de surconsommer de ressources, des ressources ou d'énergie. Parce que si la France, et elle aurait raison de le faire sur le plan écologique, si la France fait ça aujourd'hui, en fait, toutes les ressources qu'elle laissera libres, et elle aura raison de le faire, elles seront exploitées par la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Afrique, peu importe. Et donc ces pays-là vont croître et ils auront raison de le faire. Et donc c'est un jeu très complexe de tension, de rivalité, d'arbitrage difficile, parce qu'on n'a pas envie de perdre les avantages qu'on a déjà. Et c'est... Oui, là on pourrait parler d'un cas concret que tout le monde vient de vivre pendant ces 2 semaines. Je veux dire, les Jeux Olympiques en Chine, à Pékin, oui. Tout le monde en parle. Oui. Alors, quand on a des beaux panneaux publicitaires, ce qu'ils ont fait pour l'écologie et tout, puis à côté on nous dit qu'ils ont détruit la montagne, qu'ils ont consommé des milliards de mètres cubes d'eau, et nous on nous dit, alors on nous fait peur, on nous culpabilise, on nous demande des efforts, on nous demande ci, on nous demande ça, et à côté on voit ces grandes puissances, on se dit, elles font ça pourquoi? Pour le pouvoir, pour l'argent, tout simplement. Quand on entend des athlètes qui, heureusement, ont pu s'exprimer et dire oui, on est là parce que oui, pour nous c'est important les Jeux Olympiques et tout, mais certains ont eu conscience quand même, ça les a mis mal à l'aise quelque part. Certains ont eu des cas de conscience. Ouais, ont eu des cas de conscience. Surtout en plus, c'est même pas eu de public, rien du tout. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et après, on nous donne de belles leçons. Alors comment voulez-vous que les gens aussi croient
Je ne peux que vous rejoindre, c'est compliqué de... C'est compliqué, on comprend. Peut-être que d'un côté, ça fait effectivement, il y a toujours une balance à réfléchir. Pas de quel côté elle penche. Voilà. Enfin, c'est triste, c'est absolument décevant. Enfin, c'est triste. C'est vraiment triste. Oui, et ça va être la même chose pour d'autres sports. Hein. Tout le monde commence déjà à lever les bras au ciel pour cette Coupe du Monde du football qui aura. Ah oui, bien sûr. C'est la même chose. Ça, c'est bien clair, parce qu'en fait, en Chine, il aurait pu neiger. Il n'a pas neigé. Mais il aurait pu neiger. Je veux dire, ils ont déjà eu de la neige. Donc, c'était pas fou d'envisager de faire les Jeux Olympiques là-bas. Par contre, au Qatar, c'est sûr qu'il faudra climatiser partout. Oui. Et au pays aussi d'ailleurs. Parce que canon à neige, là c'est vrai que mais bon. Sur l'humanité, c'est étrange l'histoire de l'humanité. Ah oui. Quand même, des fois je me dis, tant d'années de progrès, tout ça pour dépendre d'une prise électrique. Même il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe en fait? Là, ça serait intéressant. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a eu des... Il n'y avait pas d'électricité. Et C'était pas forcément long, mais on a ressenti beaucoup mais de je choses. trouve quand même qu'on y a autant d'années pour tout valider là-dessus. Bon, après, Mais c'est par les morales, je le dis. C'est ce que je voulais illustrer tout à l'heure, c'est tant de millions d'années pour dépendre d'une prise électrique, mais en fait, la dépendance, elle n'a pas changé depuis toutes ces millions d'années, et même depuis 4,5 milliards d'années que la vie existe sur Terre, la dépendance, c'est toujours la même, c'est à l'énergie. C'est toujours le même problème. La première cellule qui s'est constituée à partir de quelques brins d'ARN, qui est devenue plus tard de l'ADN, cette première cellule, qui a donné tout le reste du vivant, sa dépendance, c'était un flux d'énergie. Thermique, au fond des océans, ou solaire, peu importe, mais c'était sa dépendance première. Sans énergie, il ne se passe rien en fait. Ah oui, avec la mitochondrie en plus. Eh ben, la mitochondrie, Qui a- voilà. Mais c'est un truc de malade, ça. Moi, Oui. je trouve que c'est de la science-fiction. La petite mitochondrie, c'est une bactérie, vous imaginez. Il y a quelques cellules humaines. C'est notre centrale électrique en fait, hein, c'est notre source d'énergie. Mais au départ, on a été colonisé par une bactérie, par un microbe. Et au monde de là, vous imaginez, c'est extraordinaire. ben, c'est l'énergie le problème. C'est l'énergie. Une fois qu'on C'est a une eu... centrale électrique. Exactement. Donc, ouais, c'est... Donc aujourd'hui, ce que vous dites de notre dépendance à la prise électrique, il faut bien intégrer ça dans un grand processus qui nous concerne pas seulement, qui concerne en fait tout le vivant. Tout le vivant. Et j'ai entendu à peine la prononciation du mot décroissance sans pour autant s'attarder dessus. Ça pourrait pas être Ben, un moyen. bien sûr, je le dis tout le temps, je le dis systématiquement, c'est comment dire, le récit politique, philosophique et moral, économique et écologique bien sûr, qui me plaît le plus, mais c'est aussi celui que je crains être le plus irréalisable. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier pays qui essaye de mettre ça en place vraiment, c'est-à-dire pas seulement ce que j'appelle du collapse washing, c'est-à-dire masquer les réalités en donnant l'impression qu'on fait de l'écologie, le premier pays qui fait ça vraiment, bah, il risque vraiment de se mettre en difficulté par rapport à d'autres. Donc, il faudrait faire ça, mais tous ensemble en même temps, de façon coordonnée et sans tricheur. Avec un équilibre. Hein. C'est vrai que moi je trouve que le croissance, c'est plus bien. Je pense qu'il y a assez, mais il faudrait rééquilibrer avec les autres pays. Ah bah oui. C'est-à-dire c'est pas le truc. La question systématique qui revient au bout de ces discussions-là que j'ai eues des centaines de fois, c'est la question de la gouvernance mondiale. Est-ce que un jour une institution viendra prendre le pouvoir entre guillemets, ou en tout cas la régulation des comportements de tous les pays pour orienter tous les comportements de façon coordonnée sans tricheur, pour que tout le monde on réduise la voilure sans qu'il y ait de perdants. Mais c'est toute la question, Adrien.
Oui, c'est vrai que on se conduit, puis on se parle. Est-ce qu'à un moment donné, en fait, à force, parce qu'on va rentrer dans un environnement qui va être de plus en plus dégradé, et donc tout le monde va subir des pertes, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas une logique à dire je décroche de la compétition, donc je souffre de la rivalité des autres, je souffre des pertes, mais ces pertes-là sont moins importantes que, tu vois, dans un environnement qui est en train de se dégrader. Est-ce que du coup la décroissance ne peut pas devenir... Oui, mais est-ce que ce ne sera pas trop tard pour se dire ça? L'environnement est déjà en train de se dégrader. Voilà, c'est trop tard. C'est toujours le même problème, quoi. Ben, je te suis, en fait, c'est ce que j'appelle... Bon, la reine rouge, je ne te l'apprends pas, mais je vais du coup pouvoir l'expliquer. Le syndrome de la reine rouge, est-ce que ça vous parle? Ou la reine rouge, vous la connaissez, c'est Lewis Carroll qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, dans le 2e tome, qui est, dont le titre je vais oublier, De l'autre côté du miroir, merci. À un moment donné, dans le 2e tome, on voit Alice et la reine qui sont au cœur d'un paysage fantastique. Elles sont à côté d'un arbre et au-dessus d'un échiquier. Voilà, paysage imaginaire. Et la reine demande à Alice de courir. Et, bon, Alice, elle se demande pourquoi il faut courir. Elle veut bien courir, elle est gentille, Alice est de bonne volonté, elle court. Mais sauf que la reine lui demande de courir plus vite. Bon, Alice court plus vite. Mais ça ne satisfait pas la reine. La reine demande à Alice de courir toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Alice est de bonne foi, elle court plus vite. Sauf qu'au bout d'un moment, Alice, elle est étonnée, puisqu'elle court. Sauf que l'arbre à côté duquel elles étaient et l'échiquier à côté duquel elles étaient, ça n'a pas bougé. Donc Alice, elle est interloquée, elle se demande, elle demande à la reine pourquoi il faut courir si vite si rien ne bouge. Et la reine répond, mais il faut courir toujours plus vite pour rester sur place. Et donc ça, c'est une métaphore dans Alice au Pays des Merveilles. C'est énorme. Eh oui, il faut courir toujours plus vite pour rester sur place. Et cette métaphore, cette image, elle a été reprise par un biologiste qui s'appelle Lee Van Valen, qui a décrit ce qui se passe dans certaines situations évolutives dans le vivant, quand par exemple, je reprends toujours cet exemple, quand par exemple un petit chaton est le prédateur d'un petit animal chétif, donc il doit courir après ce petit animal pour l'attraper, sauf que la sélection naturelle fait que les animaux qui naissent de ce petit animal, ceux qui échappent le mieux au chaton, au petit chat, courent de plus en plus vite. Donc si le chat veut toujours courir de plus en plus vite, il faut que dans ces petits, il y en ait quelques-uns qui courent de plus en plus vite. Donc les générations futures courent de plus en plus vite, d'accord ? Sauf que du coup, comme les chats courent de plus en plus vite, les autres animaux qui sont les proies doivent courir de plus en plus vite, et à chaque génération, des animaux courant de plus en plus vite sont sélectionnés, et le résultat donne le guépard et la gazelle. C'est-à-dire qu'on est parti de petits animaux qui ne couraient pas très vite au départ. À la fin, on a des animaux qui courent le plus vite sur la planète Terre, 80 km/h, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est le rapport proie-prédateur. Le rapport de l'un à l'autre, le rapport rival, il est toujours resté le même. D'accord ? Les populations ont peut-être augmenté et réduit en quantité, mais on s'en fiche. Le rapport, il est toujours resté le même. Pour autant, des capacités ont été acquises pour aller toujours de plus en plus vite. Et ça s'appelle le syndrome de la Reine Rouge. Et ce syndrome de la Reine Rouge est repris souvent en économie pour comprendre pourquoi des armées, au fil du temps, même si elles ne se combattent pas, deviennent de plus en plus techniques et complexes. Parce que juste, si le voisin augmente le nombre de têtes nucléaires pour bombarder l'autre, si on ne le fait pas, un déséquilibre se crée et du coup on est embêté. Et donc j'en arrive à ce que tu dis, Adrien, est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas faire des choix de ralentir parce que stratégiquement ça devient intéressant dans l'évolution? Et c'est possible, je pense que c'est possible théoriquement. Donc au lieu de toujours courir à la même vitesse que l'autre, mais en accumulant de la complexité, donc en consommant de plus en plus d'énergie, dans un monde où il y en a de moins en moins de l'énergie, il peut être intéressant de ralentir juste ce qu'il faut pour adapter sa taille, la dimension des sociétés, sa consommation d'énergie, à l'énergie disponible.
Et du coup, ça devient un avantage, effectivement. Parce que dans un monde qui se contracte, si on consomme trop d'énergie par rapport à une ressource qui décline, eh ben, ça ne fonctionne plus. Donc effectivement, il vaut mieux réduire la voilure à la bonne cadence, mais c'est la cadence en fait le problème. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec l'idée que tu proposes. Donc au lieu de dire il faut courir de plus en plus vite pour rester sur place, moi je dis il faut ralentir à la juste cadence pour rester en vie. Voilà, c'est un peu mon mantra. Réduire la voilure, s'adapter, avoir de moins en moins de besoins, mais à la bonne vitesse, pour ne pas, si on réduit trop vite, on se fait manger par le voisin ou on a des problèmes pour garantir la santé, le soin, l'alimentation. Si on court trop vite, on a des problèmes aussi, donc il faut ralentir à la juste cadence. Et en soi, c'est un défi, c'est pas le moindre des défis. Ouais, il faut que les autres suivent aussi. Et il faut que les autres suivent aussi, c'est toujours le problème. Sinon, on risque de nouveau d'avoir une société mais coupée du reste et on retombe peut-être dans des sociétés aussi, un peu comme on disait, protectionnisme, machin. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais alors est-ce pour cela que nous courons de plus en plus vite? Alors là, on continue à courir de plus en plus vite, ça c'est sûr. Et voilà. C'est l'accélération du temps, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui sont. Enfin, il y a des choses qui sont au-dessus de nous, on pense qu'on est la clé, mais on fait partie d'un ensemble très très vaste et on peut pas. Il y a beaucoup de choses, il y a l'inconscient collectif, il y a aussi ce qui est au-dessus de nous, hein, je pense qu'il intervient aussi. Pas le monde Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, je vais couper l'enregistrement et puis on échangera de façon plus informelle si vous voulez. Mais en tout cas, je vous remercie, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci à vous.